Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, le King qui récupère lentement mais sûrement après un week-end particulièrement chargé. RS Fighting Championship Volume 2, comment ça va le King? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu, Guillaume? Bah ça va très bien, écoute, alors on en parlait un petit peu avant l'événement. J'ai une question à te poser, est-ce que pour toi RS Fighting Championship est la plus grosse organisation française de MMA? À ton avis? Non, mais ce qu'on voulait dire, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs avec Morgan hein, pendant le commentaire de l'événement. Franchement, c'était impressionnant. Tout le public était aussi impressionné, dithyrambique. Et ce qui a été ce qui nous a marqué avec Morgan, c'est aussi bien du côté de l'ambiance que de la production, mais aussi dans les combats. Bah même les gens, je pense, qui sont arrivés, tu vois, un petit peu neutres et se dire, parce que j'ai parlé avec certaines personnes qui étaient présentes en mode bah on sait que c'est un show de MMA, on connaît pas trop le sport. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont pris une petite claque aussi. Est-ce que toi t'as eu ces retours-là de la part des gens qui sont venus? Absolument. Enfin, mes retours ne sont pas objectifs, faut pas les calculer puisque je suis promoteur. Et donc, forcément, en général, il y a peu de personnes qui sont euh, dures avec des promoteurs quand ils parlent vis-à-vis de moi. Donc, j'ai eu des bons retours. Beaucoup, beaucoup de bons retours. Maintenant, moi, ce qui m'impressionne, c'est l'adhésion et la participation du public. C'est que je tiens vraiment, avant toute chose, à remercier l'interactivité qu'il y a eu avec le public. Quelque chose s'est passé. Enfin, j'ai l'impression que le public nous a validé. Quelque chose s'est passé. Il y a eu quelque part un truc, une onde de choc qui s'est passé où on a eu l'impression le public veut qu'il y ait une belle organisation. Ils ont trouvé leur endroit et ils disent let's go, on va leur donner la force. Parce que il y avait des actions où enfin, ce n'était pas une folie tant que ça, mais le public montait en vrillait, quoi. Enfin, et ça devenait quelque chose de terrible. C'est il y a un mec qui faisait une espèce de bruit. Oui, je sais pas d'où ça sortait, je sais pas qui a, je sais pas, enfin, mais c'est des trucs qu'on capte enfin, sur les gros derbies de football, de rugby, et ça fait plaisir. Moi, voilà, donc je remercie beaucoup le public de jouer le jeu comme ça à fond sur le soutien des athlètes, surtout un public très bien éduqué. Soutien des athlètes français, bien entendu, mais quasiment pas du tout de personnes huées. C'est que gros respect pour les étrangers. Quand les étrangers gagnent à la fin, on applaudit. C'est génial. Moi, voilà quoi, perso, j'ai beaucoup aimé et j'ai l'impression que le public est au rendez-vous et au-delà de retour que j'ai, c'est déjà la suite qu'on demande quoi. Enfin, je vois bien que les personnes ont soif de pouvoir connaître la suite de ce qui est, de l'histoire qui s'est écrite et tout, de ces personnes qui ont mis le feu dans la salle, mais qui même des fois n'ont pas eu le succès. Je pense à Boulox, à Boubacar Batili, qui a fait un combat enfin, moi, ça m'a hérissé le poil, quoi. Parce Parce que que la folie. c'était David et Goliath, et il est arrivé avec une stratégie bien en point, direct, tu percutes, ça marchait, le gars était perdu. Et le mec en question, il m'a écrit la veille. Il m'a demandé est-ce que le public français considère qu'une soumission brutale est de l'agressivité? Je lui dis oui, je pense. Il me dit bah, je vais gagner le bonus de 10 000 $. Moi, je vais être le plus agressif. Je te garantis qu'au premier round, je vais mettre une grosse soumission à, à Batili. Et, euh, et franchement, l'histoire elle se termine mal pour nous parce que c'est un Français qui perd le combat. Mais tu vois, ça me donne ce goût des films d'action où il y a le gentil qui meurt finalement à la fin et ça te donne une envie d'aller voir la suite de l'histoire pour voir. Enfin, c'est dommage que la vie elle soit comme ça. Il y a plein de petites histoires qui sont construites comme ça Mais et d'ailleurs, après avoir mis le feu quand même, là, je vais tenter d'avoir un petit scoop. Après avoir mis le feu là, à la Marcel Cerdan Arena, est-ce que Boulogne sera sur la carte d'un futur Ares?
Absolument, il y sera pas tout de suite pas sur la prochaine tout de suite, mais il y sera. Je pense qu'il sera sur la carte du mois de mars, mais la carte de février, le 3 février, elle est déjà quasiment finie. Boulogne n'y est pas. Allez. Oui, oui. Non, mais ben voilà, on va peut-être avoir des noms, non? Non, toujours pas. Non, mais si, je pense qu'il y a des noms. Je suis en train de chercher dans notre roster un ex-UFC pour Marcel. Ah ouais, d'accord. Bah, vous connaissez ma politique, faut les tester, les gars. Faut aller droit au but. On sait si t'es bon, si t'es fait pour ça ou pas fait pour ça. On avance, on voit tout de suite. Ça sert à rien de caresser les gars dans le sens du poil. Quand tu t'appelles Taylor la plus, c'est que à un niveau du UFC, puis on teste directement. Et on appelle un mec qui a déjà combattu une fois de sa vie pour la ceinture de l'UFC. On sait où on est placé, tu vois. Enfin, et donc, je pense que Marcel a fait un beau show. Il nous a déjà beaucoup impressionné sur ses entraînements avec Sirigan. Le voir décrocher un KO sur ce Polonais-là qui est Bianat, il est vraiment bon en déplacement, il a une bonne boxe et tout. Pour un mec qui vient qui a été champion du monde en junior en Ligue romaine, le voir mettre un tel KO, bah, j'ai envie de l'envoyer dans la sauce, quoi. J'ai envie de lui mettre un solide mec qui est sorti de l'UFC et puis on voit ce que ça donne. Et puis aujourd'hui, le but aussi, c'est c'est d'aider l'UFC, c'est d'être l'antichambre. Ce que j'ai dire, c'est que si à l'époque Francis Ngannou a signé à l'UFC avec 5 combats, ensuite Cyril a signé avec 2 combats, pourquoi pas avoir le petit Marcel qui signe avec 3 combats à l'UFC, pourquoi pas. Je ne dis pas que ça va être le cas parce qu'il pourrait dramatiquement échouer sur un mec beaucoup plus expérimenté que lui. Mais là, j'ai envie de mettre une marche un peu plus en avant. Il y a certains talents là qui t'ont particulièrement surpris sur la première carte. Il y avait un très bon niveau. Sur la première carte, je pense que j'ai d'impression. Enfin, sur la deuxième, pardon. Enfin, en tout cas, voilà, samedi dernier. Sur le retour. J'ai été très impressionné par de quasiment tous les combats avec eux. Le combat de comment il s'appelle, de Temelan Azizov. Contre Patrick Martinique, ouais. Voilà, très impressionné parce que Patrick, vraiment complet, très solide, dangereux en coup de genou, dangereux en contre, capable de se relever tout le temps. Mais on a senti un peu de jeunesse et un manque d'espérance de la part de Temelan parce que il fait le boulot, il arrache beaucoup et moi, je serai à sa place au lieu de galérer au 3e round. Au lieu de galérer, d'ailleurs, on attendait son coach, Nassoudine Imavov, lui dire, remonte, reste pas en double leg. Il restait la tête très basse, il se prenait des coups de coude sur le côté, ça aurait pu mal finir. Mais voilà, il a fait un boulot de malade et je pense que ce petit-là, Temelan Azizov, tu lui rajoutes de l'expérience, c'est un petit qui a de l'avenir. C'est un petit qui pourra aller jouer avec les Askarov dans la catégorie un jour. Donc, voilà quoi, c'est l'avenir. Parce que le niveau d'expérience qu'a son adversaire, ne vous fiez pas à son palmarès, très, très expérimenté. Voilà, il a fait tout l'Europe en amateur et tout, il est très bon. Impressionné par Wissem. Wissem, il prend un combat à chaud notice. Mais personne ne s'est même rendu compte qu'il a pris un combat la veille. Tellement il a été ultra agressif, il a allé chercher, ça se joue à un poil qui n'est pas le bonus de l'agressivité, ça se joue à un petit pas vis-à-vis de Abdullah. Mais voilà, le mec, il a été au courant du combat 48 heures avant. 48 heures avant, il est au courant du combat et il arrive, il fait une performance comme celle qu'il a fait. C'est très impressionnant.
Donc, Et justement, ça, Fernand, je me permets de te couper là-dessus parce qu'il y a eu énormément de short notice sur cette carte-là. Ça ne s'est pas vu. Il y a eu donc Sheriff Dram contre Hackmouche. Il y a eu aussi, bien évidemment, Glissman contre Emile Mick. Et à chaque fois, mais c'était le feu. Et justement, on pouvait même pas dire d'habitude, tu vois, on va dire oui, il y a un short notice de 5 jours, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bah là, si on n'avait pas le contexte, c'était impossible de dire qui avait eu la préparation complète et l'autre qui avait pris le combat en dernière minute. En réalité, si on n'explique pas et que tu vas regarder le combat, tu te dis la seule chance qu'Emile Mick puisse perdre contre Glissman, c'est que ce soit lui qu'on a appelé 2 jours avant. C'est ça. Tu peux pas l'imaginer. Même le combat de Dagir Imavov, voilà, Spetsnaz, c'est un mec solide, il n'y a plus à dire, techniquement, c'est un monstre. Il n'était pas au point, les gens ne le savent pas, mais il était malade quelques jours avant. Donc, du coup, en termes de cardio, de physique et tout, il n'était pas au point. Mais voilà, il a vraiment tiré le diable par la queue, quoi. Parce que il m'a complètement sidéré. David, impressionnant, chapeau. Le gars accepte le combat 2 jours avant. 2 jours avant, je lui annonce le combat, il valide le combat. Dans la foulée, il me dit, OK, moi je suis d'accord, c'est bon, je vais même pas demander à mon papa, c'est bon, je viens, mais juste il faut faire voyager mon papa, il faut faire voyager mon coach, et puis c'est bon. Boum, tout se fait dans la foulée. Il est dans l'avion, quelques heures après, il voyage, il arrive, et il n'économise pas. En cardio, il ne sait pas économiser. Il était hyper agressif. Il a allé chercher Dagir, il a envoyé la sauce. Dagir lui a sorti des combos, des combos de 8 coups, où tout rentre dans la boîte. Il a continué à foncer, il a continué. Combat magistral. Et donc, du coup, je suis, encore une fois de plus, tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas une vraie équipe de matchmaking qui, voilà quoi. Les gens savent le travail que je fais dessus, mais les gens ne savent pas qu'on est bien entouré, notamment de Benjamin Safati qui m'aide beaucoup sur le matchmaking, et du coup on est toujours capable de répondre. Ça veut dire que à aucun moment je n'ai appelé aucun des gars sur la carte pour lui dire désolé, ton combat annulé, je cherche un combat. Il n'y avait même pas quand j'ai appelé Abdul pour lui parler, c'était juste pour lui donner le nouveau nom. Ensuite, je le rappelais pour lui donner un nouveau nom. Ensuite, je le rappelais pour un nouveau nom. 3 fois, j'ai changé ses adversaires. Parce qu'il y a les adversaires, ça s'annulait. Il y a un qui était bloqué au Brésil, donc il ne pouvait pas faire le voyage et tout. Il y a un qui avait des soucis en Angleterre, Alex Noré. Et à chaque fois, tout de suite, ça a été la même chose pour Dagir. Je ne prenais même pas le temps d'aller lui dire, ton adversaire, il y a un souci. Je n'apporte pas de problèmes, j'apporte des solutions tout de suite. Allô, voilà le prochain adversaire. Est-ce que tu es d'accord avec? Est-ce que ça te va? Oui, ça me va. On envoie le contrat modifié. Ici, le contrat, ça valide et dans la foulée. Voilà. Quand je parle de contrat, je pense à toute mon équipe légale. Je pense à Guillaume, à Camille, à toutes ces grosses, ce staff-là qui fait un boulot de malade sur ce qui est de la paperasse. C'est énorme sur le médical, sur les signatures de contrat, voilà. Et ça a été archi réactif et on ne sait même pas, les spectateurs ne peuvent pas savoir que jusqu'à la dernière seconde, il y a eu des combats qui ont été remplacés qui n'étaient même pas là. Parce qu'on a toujours une solution, on a toujours quelqu'un à appeler, on a toujours, et voilà. Le but de l'événement, c'est d'être toujours assez réactif pour que les personnes qui ont pris le temps de s'entraîner, qui se sont engagées, même à moins 24 heures, je veux qu'ils aient la garantie qu'ils vont combattre. Et au-delà de ça, ce qui était aussi frappant, c'est qu'il y a eu énormément de retournements de situation dans les combats en eux-mêmes. Il y a eu la soumission de Klinkhammer, il y a eu le chaos aussi de Gisèle Moira face à Riz Lenzwag, donc la victoire, on a parlé de Sage contre Batili. Ça, est-ce que pour toi, il y a eu, je sais pas, est-ce que t'as fait un espèce de meeting à la Dana White avant l'événement? Est-ce que c'est le bonus d'agressivité? Comment t'expliques le fait que dans les combats, il y ait eu autant de show, il y ait eu aucun combat chiant, tout simplement? Dorénavant,
les gens mettent du temps à comprendre, mais finissent par comprendre petit à petit. D'habitude, je vais à Dakar, par exemple, j'avais fait le tour dans les vestiaires à la Shelby ou à la Dana White, ou même à Mick, des fois, c'est lui qui fait ça, à aller expliquer aux gars ce qu'ils ont à gagner. Là, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Les athlètes ont compris que le but de la race, c'est que si tu es agressif, peu importe si tu perds, tu seras récompensé. Alors que là, si les gens savaient c'est quoi le salaire du petit, comment il s'appelle, David Tona, il n'a jamais touché comme ça. Il est bien. Il a perdu contre Daguerre, mais il s'est assuré quelque chose de bien. Il aura un contrat de 4 combats. Il aura tout le temps pour se développer. Parce qu'on veut récompenser son agressivité. Et donc, en gros, si tu es agressif et que tu sais qu'en restant stratège, tu vas gagner ton combat à coup sûr, tu te dis, pourquoi prendre le risque? Puisque si je gagne, je suis sûr que j'ai mon bonus de victoire. Il n'y a pas de bonus de victoire sur RS. On ne devrait pas motiver un athlète à gagner. Un sportif a envie de gagner. Il a l'esprit de la gagne. Maintenant, on va motiver l'athlète pour la manière de gagner. Donc, si tu bats ton adversaire par soumission, par KO, tu es sûr que tu as le double de ton salaire. Tu es sûr que tu doubles ta mise immédiatement. On a envie de récompenser les gens qui prennent les risques. Si tu joues la sécurité, tu peux gagner tous tes combats, mais je ne suis pas sûr que tu feras autant d'argent que celui qui veut vraiment aller finaliser le combat. Et donc, je pense que c'est ça qui commence à se traduire. Ça va prendre du temps, mais je garantis que la Ligue ARES sera la ligue la plus agressive du monde. Parce qu'on voilà, on met un système en place où les personnes qui auront donné l'énergie à être agressives ne vont pas regretter. Parce qu'elles auront une deuxième chance, une troisième chance, elles seront mis bien, elles auront en termes de salaire ce qui est correct. OK? Et ensuite, voilà. C'est ce système que ça, on comptabilise chez nous aujourd'hui l'agressivité. Je pense que ça se traduit petit à petit. Ça ne s'explique pas. Quand Abdul rentre et qui est au bout de 2 low kicks qu'il prend, il devient fou et qu'il enchaîne le mec et il va l'étrangler, ça ne s'explique pas s'il n'y a pas cette volonté de se dire, bon, moi je rentre chez moi avec ce bonus d'agressivité, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de nécessité d'être aussi agressif. Ça ne s'explique pas qu'un gars qui vient short notice comme Wissem, 2 jours avant, met toute l'énergie pour finaliser son combat. Voilà. Je suis encore persuadé que ce sont des gars intelligents qui ont compris que la volonté qu'on a, nous, chez Ares, c'est de donner de l'entertainment. On donne une plateforme à des artistes, des mixed martial artistes, de mettre leurs compétences, de montrer ce qu'ils savent faire et on leur couvre. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, vous avez une prévoyance. Si jamais, parce que vous avez pris les risques pour nous, vous perdez votre combat, vous allez quand même récompenser parce qu'on veut récompenser les gens qui prennent les risques pour aller chercher les finalisations. 2 derniers points pour Ares, là, en tout cas sportif. Abdul Abdouragimov qui a remporté bien évidemment le bonus d'agressivité. Toi, qu'as-tu pensé de sa performance? Il était vraiment attendu, c'était lui une des grosses stars de la soirée. Il a fait le show pendant, après, même avant le combat également. Premier combat pour lui depuis qu'il est avec le MMA Factory. Alors, grosso modo, est-ce que là, tu te dis, il a coché toutes les cases et peut-être que malheureusement, il va pas pouvoir aller au bout de son contrat avec Ares parce que l'UFC va arriver. L'UFC est déjà quasiment arrivé pour Abdul et pour Taylor. Je suis pas sûr de pouvoir les garder encore pour un autre événement, les deux. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et la politique chez nous, je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez remarqué, mais dans la salle, on avait le vice-président de l'UFC, on avait la responsable des PR de l'UFC sur toute l'Europe, et elle est la seconde sur le monde. Elle était là dans la salle.
on avait deux responsables de l'UFC, de l'organisation UFC Europe et UFC Abu Dhabi qui étaient dans la salle, qui nous ont aidés carrément, qui se sont présentés, qui se sont mélangés au staff, qui ont bossé. On avait deux personnes offertes par l'UFC pour bosser avec nous carrément. On a une vraie entente avec l'UFC, qui est de faire des passes, ne pas retenir. Donc, quand je t'entends dire, peut-être qu'il ne pourra pas terminer son contrat, ils ont l'obligation, déjà, il faut comprendre que Abdul nous a été prêté par le Bref. Il est encore sous contrat avec le Bref. Ça, c'est la première des choses. Nos bons rapports avec le Bref font qu'ils nous ont prêté Abdul. Donc, il se pourrait que si le Bref a une date avant que l'UFC ne l'appelle, peut-être il pourrait recombattre là-bas. Mais je doute fort. Je travaille beaucoup pour que pour qu'il puisse, voilà, avoir son rêve. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ce que j'allais dire, c'est que nous, on n'a pas de problème. C'est que ce n'est vraiment pas un souci pour nous. Des jeunes qui viennent, quel que soit l'athlète qui met ses pieds chez nous, il a un contrat de 4 combats ou ce qu'il a comme contrat de 6 combats, ce qu'il veut. Aussitôt qu'il a l'UFC qui l'appelle, la passe sera faite dans la foulée. Il n'y aura pas de rotation possible. Il y a des cas qui sont assez compliqués comme Taylor. Taylor a eu un appel très clair. Mais voilà, l'appel était une semaine avant le main event et c'est Taylor qui était le clou du spectacle. C'était le main event. C'est pas possible de faire mieux que ça. Enfin, on a un attachement avec le public. Le public nous fait confiance. Les gars, on avait déjà vendu quasiment les 3/3 de la jauge qu'on avait et il fallait enlever Taylor pour qu'il combatte à l'UFC la semaine prochaine. Taylor est un gars intelligent. Il a compris. Il a compris que c'était difficile pour nous de faire ça. Il ne nous en tient par rigueur. On a dû le garder avec nous. Mais parce qu'on sait qu'il n'y a aucun doute. Il y va. Il ira. Enfin, il n'y a pas de doute. Je pense même qu'il ira par la grande porte, pas par un short notice. Parce que là, quand tu as battu un mec qui, un jour dans sa vie, a combattu pour la ceinture de l'UFC, c'est très complexe de ne pas y aller. Et donc, Abdul, il a fait aussi le job. Gros showman. Quand on fait notre événement, le matchmaking de l'UFC, regarde. J'ai déjà eu des retours dessus. Donc, je sais que ils ont apprécié. C'est un showman, Abdul. Il a compris le game, il est décomplexé. C'est fou parce que dans les confidences, lui et moi, c'est quelqu'un de stressé, qui stresse beaucoup pour le combat. On a beaucoup parlé, lui et moi. Ça l'a débloqué sur certains aspects. Et je suis vraiment content de le voir enjoy le process. Enjoy tout le process. Il a kiffé tout le temps. Il a joué tout le temps. L'open workout, le machin. C'est ce dont on a besoin. Je suis content que certains de mes élèves comprennent ça, de se dire que l'UFC, c'est une compagnie. Si vous venez montrer à l'UFC, j'ai envie de venir là, prendre ta bouteille d'eau et me casser sans rien te donner, vous aurez du mal. Vous allez avoir des conflits. Et ça se voit que ces gars ont compris que il faut donner la force à l'organisation pour qu'elle te donne la force. Et on voit cette volonté-là de vendre Ares, de donner quelque chose à Ares, parce qu'ils savent que Ares derrière, il y a une machine humaine derrière qui va dire, OK, tu nous as donné assez. Vas-y, va donner ailleurs, et puis on restera très bon ami, et puis tu resteras un très bel ambassadeur de la boîte. Donc, oui, je ne suis pas sûr de pouvoir refaire combattre, et pourtant j'espérais lui faire une ceinture à Abdul. Je suis pas sûr que je réussirai à le faire. Je pense qu'il va passer de l'autre côté bientôt et je le libérerai avec plaisir. Très bien, et bah parfait. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas sur l'aspect sportif. Là, la date, la prochaine, est teasée pour le mois de février. T'avais la volonté justement d'organiser un premier title fight. Est-ce que là, c'est toujours le cap est maintenu de ce côté-là? Oui, j'espère organiser 2 title fights. C'est pas encore sûr, on va voir ce que ça donne, mais j'espère organiser 2 title fights. Et ça va être très surprenant, sur quelle catégorie j'ai envie de faire ça.
Ok, ok, ok. Parce que je pense qu'on va mettre un tête-à-face chez les poids lourds et je pense qu'on va mettre un tête-à-face chez les welterweight sur le mois de février. Ok, ok. Bon bah voilà, bah en tout cas, affaire à suivre. Affaire à suivre. On va passer maintenant à l'UFC, parce que oui, juste après, il y avait l'UFC 269. Dernière pay-per-view de l'UFC cette année 2021, l'UFC qui a battu tous les records cette année, donc déjà Fernand en préambule, est-ce que toi ça te surprend là cette année monstrueuse de l'UFC ils battent même leur record de 2020 là? Non, c'est pas surprenant parce que ils ont compris, c'est le contenu qui compte. C'est pour ça qu'on s'est battu comme des lions pour garder la production sur Ares. C'est pour ça qu'on a voulu avoir la production, la qualité de l'image. On a besoin de s'exercer dessus. On ne dit pas qu'on a tout compris dessus. On a besoin de travailler dessus. C'est la clé de la victoire. On a besoin d'avoir une scénographie qu'on contrôle. On a besoin d'avoir une production qu'on contrôle parce qu'on va la diriger vers où on veut et on aura la qualité d'image qu'on veut avec une qualité comment dire, une espèce d'éditorial qu'on veut. Et c'est très important pour nous d'avoir ça. Donc, non, je suis pas surpris pour l'UFC parce que quand on est confiné, qu'est-ce qui nous reste? C'est l'entertainment, c'est le show. Effectivement, on peut pas être en présentiel, mais en termes de pay-per-view, ça vend. Donc, du coup, on bat des records. Et quand on peut à la fois avoir des entrées en salle, en présentiel, et plus des pay-per-view, bah, c'est génial, on a tout coché, on est bon. Donc, je suis pas du tout surpris. Je pense que de plus en plus, le MMA va plaire aux gens. Et je pense que de plus en plus, on aura des chiffres très intéressants sur le MMA. Bah d'ailleurs, on a Fernand qui a apostrophé le Paris Saint-Germain par rapport à la présence d'Hakimi lors d'Ares Fighting Championship volume 2, avec oui, c'est le futur tout simplement le MMA. Là, revenons à l'UFC de l'autre côté de l'Atlantique. Tu t'es trompé, je me suis trompé, on s'est quasiment tous trompés sur le main event avec Charles Oliveira qui a une nouvelle fois réussi à inverser la tendance. Bon, moi, tu vois, je suis un petit peu moins dithyrambique, on voit énormément de personnes, tu vois, qui là sont, mais comment vous pouviez voir Dustin Poirier s'imposer? Je pense que ce délire de se prendre un knockdown à chaque premier round, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour durer dans ce sport, mais en tout cas, bravo quand même à Charles Oliveira. Absolument, bravo. J'ai honte d'avoir douté au fait qu'il puisse remonter la pente. Il a un sol de malade. Le pire, c'est que quand tu m'as posé la question, si tu étais le coach de Charles Oliveira, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je t'ai Ouais. dit, je lui apprendrai, j'insisterai sur le fait qu'il aille chercher le dos. Parce que dans le dos, il peut battre Poirier. Mais je ne le voyais pas gagner. J'étais convaincu que Poirier va contrer tout ce qu'il aura comme tentative de prise de dos. Il va contrer toutes les soumissions et que ça va se passer debout et il y aura une guerre mondiale debout. Et qu'est-ce qu'il est fluide. Double leg, ceinture, coup d'épaule, la prise de dos, un crochet et le mec monte comme un sac à dos. Tu n'as même pas vu venir et il est sale. Euh, non, très impressionné. Très, très impressionné par lui. Après, encore une fois de plus, c'est pas un truc du genre Poirier n'aurait pas pu gagner, quoi. Enfin, faut que ceux qui ont pensé que Charles allait gagner, c'est très bien, mais ne vous enflammez pas comme si on avait été sur la Lune, quoi. Enfin, c'était Poirier reste un mec super dangereux. Et c'est juste que Charles Oliveira, en ce moment, il est en état de flow. Enfin, il est bon. Et puis, avant, il était un mec qui était pas mal sur le dos, mais qui n'était pas agressif en lutte, qui ne savait pas faire des ceintures, hein, qui ne savait pas aller chercher le contrôle de la ceinture avant, le contrôle de la ceinture arrière. Mais on voit que sa lutte s'est beaucoup améliorée. On voit que physiquement, il a pris de l'assurance. On sent qu'il s'impose. Voilà, je pense qu'on a un gars qui va avec la maturité sportive.
Et réussir à inverser la tendance comme ça, coup sur coup, face à des gars qui l'ont quand même salement malmené au premier round, pour toi, enfin, qu'est-ce qui se passe, justement, entre eux, dans cette minute de pause, qui lui permet à chaque fois de réussir à, voilà, Dustin Poirier dit exactement la même chose que Michael Chandler. Il dit, quand j'arrive pour m'asseoir sur le tabouret, je me dis, oui, ça y est, je vais être champion. Et quelques minutes plus tard, en fait, ça y est, il m'a étranglé, c'est terminé. C'est, encore une fois plus, je pense que, comme je t'ai dit, il est en état de flow et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic qui s'est passé où il est sûr de lui. Et il s'est dit, je passe une tempête, mais c'est pas grave. Je suis bon. Je sais que je suis bon. Cette fois-ci, je sais que je suis vraiment bon et je peux battre n'importe qui. Voilà, c'est important. Je suis en train de, pendant que je te parle là, je viens de me rappeler d'un truc que je dois noter, en fait. Pour la préparation de Cyril. Il y a un truc qui me vient à la tête là en flash que je dois noter, que je dois faire et c'est super intéressant. Oui, non, Rendez-vous compte. Mais des fois, en discutant, il y a des flashs qui t'arrivent et quand ça m'arrive comme ça, il vaut mieux garder ça en tête et puis travailler dessus. Ça peut être intéressant, ça peut servir. Bon, on va laisser tranquillement Fernand écrire pour la préparation de Cyril, voilà. Non, vas-y, pose-moi, dis-moi ce que tu as envie de dire. Ah oui, non, et donc je voulais poursuivre, parce que là, donc, Charles Oliveira qui confirme, et de son côté, Dustin Poirier qui perd une nouvelle fois, il l'a dit, à nouveau étranglé lors d'un combat pour le titre. Pour toi, est-ce que là, c'est quoi? On atteint les limites de Dustin Poirier, qui à chaque fois contre Khabib, même si bon, il avait été nettement dominé, il avait eu quelques petits moments, là, il a eu des gros moments lors du premier round, c'est quoi pour toi? Non, je pense juste que l'OMMA se joue à très peu. Et je pense que dans le cas de... si on parle du cas de Gabran, je te dis oui, c'est chaud, Gabran. Bon, ça fait 5 victoires quasiment consécutives et tout. Il est en baisse et tout, il change de catégorie, il perd toujours. Non, Poirier, non. C'est juste que l'état de forme du jour est super compliqué, quoi. C'est très compliqué. Tu fais Amanda Nunes contre Peña et tout. Excuse-moi, tu refais le combat 10 fois. Je ne vois pas comment Peña gagne. On va en parler. On va en parler de ce combat parce que alors voilà, toi. T'étais très chaud. T'étais très chaud sur ce combat-là. Je pensais vraiment au monde d'Amanda Nunes, mais j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Moi, j'aime ce genre de combat. Je pense que le combat, je n'ai pas arrêté de dire ce combat va être un beau combat et qu'il y a quelque chose. Il y a rarement des gens qui harcèlent comme ça pour combattre avec lui. Juliana Peña, elle a supplié, elle a pleuré, elle a demandé à qui voulait l'entendre. Les gars, donnez-moi le combat. J'essaie d'affronter cette fille, elle m'esquive. J'essaie de l'affronter, elle m'esquive. Je veux ce combat. Elle a écrit à Charles Sonnen, est-ce que tu peux parler de ça dans ton postcard? Elle a écrit à Luc Thomas, est-ce que tu peux dire quelque chose dessus? J'ai besoin de ce combat. Je pense que je vais la battre. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'elle a battu. Je dis qu'il y a un faisceau d'indices, il y a un faisceau de choses qui font que quand tu es aussi motivé, quand tu pousses ton esprit à aller dans ce sens, pour peu que l'autre arrive à son mauvais jour, tu peux avoir ta chance. Et donc, franchement, le combat était... Nunes, c'est pas Nunes, quoi. C'était moche ce qu'elle a fait. Parce que quand tu vois la boxe de Peña, mais voilà. C'est fracassé. C'est pas terrible du tout. Et quand tu vois la boxeuse d'élite, la fille, elle a couché Cyborg, elle a couché toutes les grandes boxeuses de la catégorie. Elle s'est amusée avec comment elle s'appelle, Megan Anderson. Elle a désinfecté tout le monde dans la catégorie. Et elle va perdre contre la fille qui boxe le moins bien de toute la catégorie. Enfin, j'exagère, tu vois. J'exagère à peine. Et elle se fait toucher. C'est juste qu'elle n'est pas à son jugé. Quand tu me vois stopper une discussion et prendre les notes de ce qui me passe par la tête, quand j'ai un flash, c'est que je sais combien de fois la performance sportive est fragile. Et il faut qu'un coach puisse anticiper ça. Genre, demain matin, j'entends Cyril et les discussions qu'on a sont autour de ça.
ou n'importe qui. Je vais discuter en disant, bon, on a tous des joues A. Si tu arrives à ton joue B, ça peut être compliqué. Si le joue B arrive, voilà le plan B. Voilà ce que tu fais si c'est compliqué. Parce que je comprends pas que Nunes puisse faire le même combo, prendre les mêmes coups, essayer de mettre le même calf qui ne marche pas parce que ça fait tomber Juliana une fois, continuer à le faire, continuer à le faire. Il y a un problème, il y a un blocage, quelque chose s'est passé. Elle n'est pas dans le combat. C'est pas Nunes. C'est pas possible de prendre des crosses de la part de Juliana et de continuer quand même à travailler. Je comprends pas. Donc, seule explication, elle est arrivée le jour de le jour B. C'était pas son jour A. Et la performance sur eux est très fragile. Si tu ne l'entoures pas, si tu ne fais pas attention, si tu t'endors en disant, je suis sûr de moi, c'est pas grave, je suis un bon, je sais faire ci, je sais faire ça, tu vas arriver le jour J, tu vas être très surpris. Donc, voilà, je ne pense pas que dans le cas de Poirier, on puisse parler du mec qui est fini, qui est machin. Non, c'est la fragilité de la performance. C'est dans notre sport, la boxe, on ne le voit pas beaucoup, le MMA, on ne le voit pas beaucoup. Enfin, comment dire, on ne le palpe pas. Tu le palpes sur des sports de course, le sprint. Le champion du monde est à 9 secondes. Celui qui vient le battre va être à 9 secondes et quelques millièmes de machin. C'est ça la performance. Et avec ces petits millièmes de secondes qu'il a rattrapé, il bat le record du monde. Tout le monde en entend parler et voilà à quoi ça se joue. Bah, c'est la même chose chez nous en MMA. C'est le petit détail de l'état de forme. Tu t'es levé du pied gauche, comme on dit, et tout bascule. Et tout ce que tu avais, tu étais champion, tu étais machin, tout vient de basculer. On ne parle même plus de ça, c'est fini. On est en train de, on va certainement donner, c'est l'opportunité rêvée pour l'UFC. L'UFC ne pouvait pas rêver de mieux comme opportunité pour que ça bouge un peu dans la catégorie de bantamweight chez les filles. Aujourd'hui, on a un adversaire pour Valentina. Valentina Shevchenko. Aujourd'hui, on a un adversaire qui peut matcher Valentina Shevchenko sur le papier. Parce que Valentina, encore une fois de plus, je prends le risque de me tromper, Valentina va lui marcher dessus. Le niveau de sol de Valentina, c'est autre chose, elle va lui marcher dessus. Mais encore une fois de plus, je veux juste te dire que la fragilité, regarde, je reviens sur Ares, Rizenzorg contre Gisèle, la brésilienne. Moreira, ouais. Ça se joue à ça. Il y a un coup. Rizenzorg est mise à mal au début. Elle reprend le contrôle. Elle comprend, ça ne sert à rien de forcer en lutte, au judo et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Cette fille, elle a l'anti-judo, elle pousse mes hanches, elle est dans son bassin. Je ne peux pas passer les hanches. Elle se réadapte. Intelligence. Elle repart au contrôle. Elle touche, elle ne se fait pas toucher. Elle passe un double coup de coude et tout, ça passe bien. Elle commence à gérer le look intérieur. Il se passe quoi? Un type, un coup de pied, un front kick dans l'abdomen. Rizlen fait une grimace, elle tient son ventre, elle fait 2 pas de recul. La fille qui est devant elle, qui est une snipeuse, a capté. Elle a compris, elle est fragile du bide, je vais y aller. Là, elle n'est pas bientôt, elle n'a pas récupéré de ce que je viens de lui faire, ce qu'on appelle le chaos neurologique qui va toucher le foie, parce que le foie est beaucoup énervé, va envoyer le signal de la douleur, le signal de nociception dans le cerveau, et là, Rizlen réagit. Et là, la fille, elle fait quoi? Elle a compris, elle revient, elle fait comme si elle va boxer à la tête, elle passe un bras arrêté au corps, Rizlen pousse un cri de douleur, fin du combat. Fragilité de la performance. La performance, elle est très, très fragile. Si tu ne coupes pas tous les côtés de la performance, tu peux te réveiller le lendemain avec une très grande gueule de bois. et moi, c'est ça qui me tue ma vie. Parce que du coup, j'arrive pas à dormir en paix. Je me pose toutes les questions en permanence. Est-ce que Samir, il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Est-ce qu'on a bien vu ça? Est-ce qu'on a regardé ces détails? Est-ce que Taylor, est-ce qu'il est bien? Imaginons maintenant, il prend des coups de pied dans le genou. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout le temps, tu es en permanence et c'est dur? Parce que je suis conscient de la
de la fragilité de la performance sportive. Pour finir sur le main event, il y a ce deuxième round où il y a une petite polémique concernant Charles Oliveira qui se serait accroché au camp de Dustin Poirier. Toi, qu'en as-tu pensé? Les images sont là quand même. Est-ce que pour toi c'est un fait de combat? L'arbitre aurait dû intervenir, il n'est pas intervenu. Donc partant de ce principe, on doit accepter ce qui s'est passé. Ouais, c'est dommage, c'est l'arbitre qui a déconné. Quand l'arbitre déconne, tu peux rien faire. Moi, j'ai eu le cas avec Darentiev, un Russe très bien classé qui a combattu contre Taylor et un expert en judo. La seule défaite de Taylor depuis son départ de l'UFC. C'est ça. C'était Laurentiev, il a bien capté. En gros, Taylor avait l'impression qu'il combattait avec un kimono. Même moi, je ne comprenais pas. Tellement il le faisait discrètement, il enfonçait ses doigts et Taylor, je dis, mais sors le bassin, laisse pas qu'il te colle sur la cage. Et à la pause, il me dit, mais le King, je peux pas. Il me tient le gant. Et là, je regarde et tout, sur le second, je dis, oh, putain, habite. Je dis à l'arbitre et tout, mais c'était trop tard. Et il avait mis des projections de malade à Taylor, parce que Taylor ne pouvait pas se dégager. Le timing de tirer le bras, boum, il lui faisait une balayette et ça tombait. Donc, écoute, est-ce que ça aurait changé le jeu? Est-ce que ça aurait changé la donne? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est fait, c'est parti, tu peux rien faire. Il faudrait juste que les arbitres soient un peu plus vigilants à ça et qu'il y ait un moyen de signaler à l'arbitre comme on fait en lutte. En lutte, si tu me tiens la main, je secoue ma main pour que l'arbitre voit que tu m'empêches de lutter. Et c'est une stratégie à avoir chez les gars. Quand vous êtes contrôlé, montrez à l'arbitre que le gars vous tient et qui vous empêche de vous débarrasser de... Voilà. Et on avait un Dana White qui était particulièrement généreux pour le dernier pay-per-view, qui a distribué les bonus. Il y a un heavyweight qui a claqué un sacré KO, c'est Tai Tuivasa contre Augusto Sakai. Est-ce que là, donc Tai Tuivasa qui est passé à ça, hein, de se faire, enfin non, il a été cut de l'UFC et puis ensuite rappelé parce que tout simplement pénurie pour l'organisation en période de pandémie. Est-ce que là pour toi on a un Tai Tuivasa 2.0? Est-ce que peut-être qu'il va enfin remplir, on va dire, son véritable rôle de digne héritier de Mark Hunt, ou c'est encore uniquement pour le show Tai Tuivasa? Non, c'est bon. Là, il est bien, il est de retour. Bam, bam, il est là. Ça, c'est sûr. Là, il est là. Là, oulala, enfin, en gros, quand tu as un mec qui est un bagarreur, parce qu'il faut se le dire, tu vas c'est un brawler, c'est un bagarreur de rue. C'est un mec il est rentré à l'UFC par la bagarre. C'est un mec qui se tapait dans les rues de la Nouvelle-Zélande et tout, et qui est tombé amoureux du MMA et voilà. Mais quand le mec arrive et qu'il n'est pas sûr de lui et qu'il hésite, tu peux le contrôler. Quand un mec comme Tai Tuivasa prend la confiance et se met en load, il va faire du sale. Il va vraiment faire du sale parce que il n'est tellement pas technique que vaut mieux qu'il n'essaie pas de faire le technicien. Par contre, s'il fait le fou comme il fait, il peut coucher n'importe qui. Alors, il peut se faire coucher de temps en temps, mais il va plus coucher les gens qu'on va le coucher. Parce que quand tu vas jouer dans le domaine des fous, les fous vont te battre. Enfin, lui, c'est un fou, il ne faut pas aller jouer dans son domaine, il va te battre. Non, c'était très organisé, son espèce de combat chaotique qu'il a fait. C'était organisé. Il revient de la pause, on lui explique qu'il y a une ouverture sur le crochet gauche, il y va, il exploite, il envoie la sauce. Et puis, Augusto Sakai, c'est pas n'importe qui, c'était un gros combat. C'était vraiment un gros combat. Et non, je pense c'est pas un mec sur lequel il faut compter pour avoir une pérennisation de la performance. Cependant, c'est un mec sur lequel il faut compter pour 2 victoires pour une défaite ou 3 victoires pour une défaite, souvent, et des victoires violentes. Et puis ensuite, il boit la bière dans toutes les chaussures des gens qui veulent bien lui donner la bière dans leurs chaussures. Enfin, j'ai jamais vu un truc aussi. Là, il y a tout le monde qui le valide. Enfin, déjà, va boire la bière dans ta propre chaussure, c'est déjà un problème. Et le mec, il sort dans le couloir là pour entrer et il y a les spectateurs qui veulent les bières dans leurs chaussures et qui lui versent ça dans la bouche et il boit tout, il est super content. Et voilà.
C'est Tahiti Vaza et on va terminer là par un petit point Cage Warriors parce que c'était pour le MMA Factory, il y avait Ares Fighting Championship mais aussi le Cage Warriors, des résultats contrastés là. De quoi tu veux parler en particulier toi? Euh, je, 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 je vais, je vais rendre honneur enfin, donner mon soutien aux factoriens qui ont échoué qui sont arrivés en short au Cage Warrior. Je pense à Commandé qui a perdu. Je pense à Sami Faidin qui a perdu à la décision. Ça n'a pas été un week-end facile de ce côté-là. Je pense également à je soutiens beaucoup Mehdi Ben Lagda qui n'a pas pu combattre parce que le Covid. Ça va être Et reprogrammé? on verra, on est en discussion Ok. avec le Cage. Et, euh, et je profite pour lancer un appel à tous les factoriels et tous les pratiquants de MMA. Euh, remobilisons-nous pour les gestes de distanciation. Je ne veux pas, comment dire, je ne veux pas obliger ou fortement, voilà, je ne veux pas donner une direction à suivre pour ce qui est de la vaccination ou quoi que ce soit. Je dis juste que je recommande à ceux qui, moi j'ai eu, jusqu'ici je touche du bois, j'ai toute ma famille qui est vaccinée, on n'a pas de souci. Moi j'ai 3 doses déjà de vaccin. Et donc, je recommande aux personnes qui font le sport de haut niveau voilà quoi, de faire ce qu'il faut pour qu'elles ne soient pas, pour qu'elles évitent au maximum. Il n'y a jamais rien, ni le vaccin ne protège complètement du Covid, ni les gestes barrières, on n'est jamais complètement à l'abri, mais le seul fait de diminuer déjà cette transmission d'1%, c'est déjà beaucoup. Donc, voilà, je fais mon conseiller, mon renfort en disant, les gars, quand vous avez des enjeux, l'enjeu de la ceinture du cage warrior, c'est quelque chose d'assez important, d'assez puissant. On commence à avoir un petit recul dessus quand même. Aujourd'hui, on a un peu plus de la moitié de la planète qui sont vaccinés. Si ce n'est pas votre truc, c'est pas grave, ne le faites pas si vous voulez pas faire le vaccin, mais protégez-vous quand même, gardez la distanciation parce que ça continue quand même à vous tuer des carrières. Parce que euh, Mehdi, il est à sa 3e tentative de ceinture, mais qui ne se fait pas, soit parce que l'adversaire ne peut pas, soit parce que lui il est blessé, soit parce qu'il y a le Covid qui intervient. On a vu des gars à l'UFC perdre aussi. Et il s'appelle comment le collègue de Kamaru Usman qui n'a pas pu combattre la première fois. Euh, Tac tac tac, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. il n'y a pas, il y a qu'un seul Brésilien qui était Ah, le collègue. Vicente Luque. Non, Vicente Luque n'est pas brésilien. Ah bah si. Vicente Luque vit au Brésil, mais il n'est pas brésilien. Ah ouais? Oui, tu vas voir, il est plutôt hispanique. Ok. Non, je parlais de... À cause du euh, Covid. oui, il a battu qui, Ousmane Camaro, enfin, un mec Ah de oui, sa... pardon, autant pour moi, oui, Gilbert Burns, qui était sur la Fight Voilà. Island et qui a été remplacé in extremis Voilà. par Masvidal. Voilà. Voilà, Gilbert Burns, par exemple, il a vu son rêve s'écrouler à cause de ce foutu Covid. Et donc, voilà, mon message est vraiment celui-là. Il y a les fêtes qui vont arriver. Il y a le grand froid qui est là. Et il est possible qu'on ait encore une grosse recrudescence des maladies des maladies respiratoires, autour des salles de sport. N'attendons pas qu'on nous ferme les salles de sport. Recommençons avec de la distanciation, recommençons avec des gestes euh, positif de respect des règles d'hygiène, de le gel hydroalcoolique et tout ça. Et voilà, je le sens, je l'ai senti à un moment donné dans ma salle qu'on a baissé les bras dessus et j'aimerais juste que les gars reprennent ça
qu'on puisse adopter le salut japonais, qu'on puisse éviter les embrassades, comme on peut, et puis qu'on repousse encore ce foutu virus pour quelques temps. Et oui, pour de nouveau être hyper actif. Dernier point, Fernand, quand même, là, sur une note plus positive, un vétéran d'Ares Fighting Championship numéro 1 qui a accroché une ceinture et pas des moindres, celle du Cage Warriors chez les middleweight, c'est Jati Melan. Qu'as-tu pensé de sa performance? Et est-ce que tu t'étais dit, toi, pourquoi pas le mettre sur la carte aussi d'Ares Fighting numéro 2 ou pour la suite? Très bon combat de la part de Jati Melan. Il a montré beaucoup de cœur parce que le dernier round, le cinquième, c'était laborieux. Il aurait pu, il n'était pas grand chose il aurait pu craquer, il aurait pu abandonner, il n'a pas lâché l'affaire. Donc voilà, un autre Français avec la ceinture du Cage Warriors, ça fait du bien. Un middleweight cette fois-ci et je suis content, ça montre juste combien de fois le niveau des athlètes qu'on prend sur Arès est relevé. Et puis, non, c'est bien qu'il reste champion du Cage Warriors, c'est une bonne voie. Il y a tellement de jeunes talents voilà quoi, il s'en sort bien au Cage Warriors, c'est bien de le laisser là-dessus. Il y aura d'autres personnes qui vont faire la ceinture du Cage Warriors, et puis c'est bien comme ça, il y a pas de problème, il y a à manger pour tout le monde. Alright. Et voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette semaine. Vous avez vu, il y avait un week-end qui était particulièrement chargé. La semaine prochaine sera un petit peu plus tranquille, hein, avec le dernier événement UFC de l'année, avec Derrick Lewis qui affronte un nouvel espoir chez les lourds. Turcos. T'y crois, toi, d'ailleurs, ou tu penses que là, il est un peu précipité? Ah non, je pense que ça peut le faire. Je pense que l'un des gars qui a les meilleurs déplacements, l'un des 3 gars avec de bons déplacements chez les poids lourds, c'est lui. Et donc, je pense que il pourrait éviter d'être touché et pouvoir mettre à mal Derrick Lewis. Il faut juste qu'il reste vigilant tout le temps. S'il n'est pas vigilant, il pourrait se réveiller à l'hôpital. Exactement. Allez, à la semaine prochaine. Puis oui, n'oubliez pas, King Energy est également disponible en audio sur toutes les plateformes. Vous tapez King Energy sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes et j'en passe. Et vous trouverez tous les épisodes, bien évidemment. En tout cas, voilà, on a pu voir là dans les stats que vous partagez que oui, que ce soit des épisodes hyper bankable, vous êtes là, mais aussi pour tout ce qui est un petit peu des affaires courantes, il y a aussi du monde. Donc merci à vous. Merci, c'est vrai. Avant, on déplorait que quand il y avait des épisodes qui étaient un peu plus sur l'éducatif, sans des grands noms, que ça batte de l'aile. Et là, on sent que ça se stabilise. C'est bien. Les followers de la sueur sont solides. Ils sont là tout le temps. C'est bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis, si vous n'aimez pas un pouce vers le bas, vous expliquez pourquoi. Merci. À la semaine prochaine.